Bonjour et bienvenue à la deuxième édition de l'Érable en bref de cette semaine. Aujourd'hui, nous traitons deux sujets, l'activité Art en mouvement des sentiers Art et Nature des Appalaches, SANA, et la semaine de l'action communautaire autonome. Art en mouvement est un événement de création land art qui a eu lieu entre vendredi le 30 septembre et dimanche le 2 octobre 2022. Le land art est une tendance de création artistique qui se base sur l'utilisation des matériaux trouvés dans la nature comme le bois, les roches, le sable par exemple. Dans ce cas-ci, l'activité Art en mouvement s'est développée dans le terrain de l'ancien hôpital psychiatrique Saint-Julien à Saint-Ferdinand. 5 équipes de créateurs professionnels ont été sélectionnées pour participer. Chaque équipe a été invitée à créer une œuvre sur place dans un sentier aménagé en forme de labyrinthe sur le rocher qui domine les sentiers Art et Nature des Appalaches. L'équipe de la TVCE s'est déplacée pour parler avec les équipes d'artistes créateurs, le public et les organisateurs. Le deuxième sujet de l'émission s'occupe de la semaine de l'action communautaire autonome dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Cette année, c'est la semaine entre le 17 et le 24 octobre. L'action communautaire autonome est un mouvement né dans la société civile. C'est un mouvement créé à l'initiative des citoyens et citoyennes ou des communautés qui cherchent la justice sociale et climatique. C'est une prise en charge individuelle, collective, visant la transformation des conditions de vie et le respect des droits. Pour expliquer en quoi elle consiste cette semaine de l'action communautaire autonome, nous avons rencontré Madame Caroline Moreau, directrice de la coopération de développement communautaire de l'Érable. Commençons maintenant par notre premier sujet, l'activité Art en mouvement des sentiers Art et Nature des Appalaches. Nous nous trouvons aujourd'hui dans les sentiers Art et Nature des Appalaches à Saint-Ferdinand, plus connu comme SANA, pour l'événement Art en mouvement. Art en mouvement prend lieu pendant la fin de semaine du 29 septembre jusqu'au 2 octobre. 5 équipes d'artistes se présentent sur place pour créer des œuvres d'art. Nous allons vous accompagner tout au long du processus créatif de ces 5 équipes de créateurs et créatrices dans plusieurs domaines des arts. Est-ce que vous pouvez nous parler plus sur l'histoire des sentiers Art et Nature des Appalaches à Saint-Ferdinand? Oui, bien sûr. Les sentiers Art et Nature ont pris naissance en 2019. Il y a un groupe de bénévoles qui s'était réunis à la fin 2018 pour essayer de redonner une nouvelle vie aux sentiers Art et Nature.
qui avait été mis à l'abandon suite à la fermeture de l'hôpital. Donc, après la fermeture de l'hôpital, la municipalité de Saint-Ferdinand a acquis les terrains de l'ancien hôpital et naturellement, c'était pour les redonner éventuellement à la population sous une forme ou une autre. Et en 2018, c'est ce qui est arrivé. Donc, il y a des gens qui sont venus à la municipalité pour présenter un projet pour relancer les sentiers qui avaient été mis en œuvre par Georgette Bouliane, qui était responsable de toutes les activités et du plein air du côté de l'hôpital Saint-Julien. Et à partir de mai 2019, un groupe sous la direction de Pierre Séguin et Sonia Mondor se sont acharnés pour faire des corvées, pour remettre en état l'endroit, qui était un endroit merveilleux, mais comme j'ai mentionné, la nature avait repris ses droits, fait que c'était vraiment là, en friche un peu partout. Et les gens se sont empressés à travailler et à faire en sorte de redonner accès au sentier, à la population de Saint-Ferdinand et aux visiteurs. À quoi servaient les sentiers art et nature dans le passé? Dans le passé, sœur Georgette Bouliane avait été responsable des activités à l'hôpital Saint-Julien. Donc, elle avait plusieurs patients qui étaient affligés d'une mobilité réduite. Donc, ils fonctionnaient, ils opéraient avec des fauteuils roulants et tout ça. Donc, la sœur Bouliane, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait créé des sentiers qu'elle avait fait asphalter. Et puis, à ce moment-là, elle sortait les personnes handicapées de l'hôpital sur une passerelle et ces gens-là pouvaient avoir accès à des sentiers en pleine nature. C'était vraiment très, très ressourçant pour eux parce qu'en l'espace de 2 ou 3 minutes, ils quittaient une institution pour se retrouver en pleine nature. Fait que c'est ça que sœur Georgette Bouliane avait dans sa tête et c'est ce qu'elle a construit avec les gens de l'hôpital à l'époque. Et elle, c'était une visionnaire, fait qu'elle avait aménagé plein de choses. Il y avait une mare et tout ça pour les canards. Fait que ces patients, ces bénéficiaires-là, se sentaient tellement bien quand ils venaient ici. Et puis c'est un petit peu dans cet esprit-là que le SANA a été relancé pour que les gens qui viennent ici se sentent bien. Et c'est un lieu de ressourcement un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler plus sur ce projet-là? Comment ça a commencé, l'histoire et surtout la motivation pour aménager un espace comme ça pour le grand public? En fait, on travaille à mettre en valeur les sentiers ici qui ont été déjà faits il y a peut-être une 50aine d'années. Et bon, l'histoire est intéressante, le lieu est très intéressant. Et on voulait redonner un peu à la population aussi le goût de venir marcher ici. Et puis, c'est lié à toute cette histoire avec l'hôpital. Et puis, la santé mentale, puis c'est de mise aujourd'hui de penser que quand tu vas te promener dans la nature, ben ça fait du bien. Et on le voit par tous les gens qui l'utilisent maintenant, les sentiers. Et pour nous, faire les sentiers, redonner la vie aux sentiers, c'était une chose. Mais en même temps, comme on est dans l'art, on voulait associer l'art et la nature. Donc, un des projets, en fait, qu'on a voulu monter, c'est un projet de land art, c'est-à-dire une création in situ sur le site avec 5 groupes d'artistes. Et puis, on l'a nommé Art en mouvement. Donc, ça bouge et puis c'est sous la thématique des portes, c'est-à-dire les portes qu'on a ouvertes pour sortir les gens de la maladie mentale et puis les faire promener dans la nature. Et puis ça fait du bien. Et donc, on a fait un appel d'offres et puis il y a plusieurs groupes d'artistes qui ont appliqué. On a choisi 5 groupes d'artistes qui viennent un peu partout au Québec. Et pour nous, c'est une occasion extraordinaire, à la fois de voir travailler les artistes, mais en même temps d'associer nos bénévoles avec les artistes, de manger ensemble, de travailler ensemble sur une période de 3 jours. Et bon, nous, on a connu ça aussi. On pratique, Sonia et moi. On a participé à plusieurs land art. Et puis, l'expérience est fantastique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de votre rôle aussi au sein du SANA? C'est des gens qui nous ont approchés, des gens qui sont du lac William, de Saint-Ferdinand. Et puis, ils voulaient qu'on se joigne à eux, mais en même temps, ils voulaient avoir une expertise que nous, on avait.
Et cette expertise-là vient du fait qu'on a réalisé des jardins dans toute notre vie et partout dans le monde. Nous voyons que vous êtes en pleine création de votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le choix de votre œuvre que vous avez décidé de créer, surtout en lien avec l'histoire de cet endroit et aussi par rapport à la thématique imposée? C'est une invitation qu'on a eue de Pierre et Sonia et du SANA pour, en fin de compte, participer à une équipe pour la réalisation d'une œuvre sous le thème Les portes. Mais aussi avec le sous-thème de l'hôpital qui existait avant, qui réunissait une communauté d'orphelins, mais aussi de personnes handicapées mentalement. On connaît un petit peu l'histoire ici, c'est que ça a été un choix politique dans ce temps-là où ils ont réuni les deux communautés. Donc, je me suis mis à réfléchir sur comment exprimer de la meilleure façon cette intégration-là. De la différence entre des enfants, entre guillemets, qui sont normales et des enfants qui ont une problématique de santé mentale. Puis moi, j'ai un passé au niveau de la foresterie, les insectes maladies, les maladies des arbres. J'ai dit, un des moyens pour exprimer le mieux toute cette dimension-là de la maladie mentale, les champignons de Carie, les défauts de bois. Tu sais, un arbre, à un moment donné, quand c'est blessé, ça va faire comme une espèce de calque là, pour se renforcer. Puis je trouvais que c'était un matériel qui permettait d'exprimer, là, il y a un terme pour ça, la résilience. Tu sais, comment est-ce qu'on réussit à passer à travers les épreuves? Une œuvre, tu sais, une œuvre qui va être... qui va s'exprimer de façon différente pour chaque personne, parce que chaque personne va avoir un personnage, puis ce personnage-là va dire quelque chose de différent pour chaque personne. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre inspiration pour la création de cette œuvre et surtout du processus? Où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui? Certainement, c'est un... D'abord, vous voyez, c'est 6 arcs gothiques que je suis en train de faire, mais en cèdre pour que ça dure longtemps. Nous voyons une pierre au centre de votre œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de cette pierre? Bien, d'abord, c'est un siège, c'est un banc. Alors, c'est de l'architecture. Je vais citer l'architecture en faisant cela. Puis, je trouve que l'architecture, un lieu pour s'asseoir, c'est bien. Puis, en plus, dans un lieu sacré, comme j'espère le faire, c'est un endroit pour s'asseoir, à la rigueur, méditer, prier ou peu importe. Et cette pierre-là, c'est Pierre Séguin, excusez-moi, qui est un spécialiste des pierres. Il m'avait dit, je vais essayer de t'en trouver une. Moi, j'avais regardé de mon côté, puis il m'avait donné un endroit où aller. Je n'avais trouvé une, mais qui était beaucoup moins belle que celle-là. Celle-là est magnifique. Et ça me rappelle aussi les dolmens préhistoriques qu'on va retrouver en Europe, par exemple. Et puis donc, la préhistoire, la période médiévale, la pierre, le bois, dans la forêt, c'est idéal. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de votre œuvre et surtout de votre inspiration? J'ai développé le thème de la porte qui représente l'extérieur de l'hôpital, si on peut dire, les limites du terrain où la sœur emmenait les patients marcher. Puis, j'ai voulu exprimer la lumière de l'extérieur par le soleil. Puis, à notre gauche, ici, on voit la sœur qui est représentée par les 2 pierres qu'il y a de ce côté-là. Ça, c'était la première partie du tableau, mais il y avait quand même d'autres acteurs. J'ai aussi voulu évoquer les patients de l'hôpital qui venaient avec la sœur, qui sont représentés de ce côté-là, sous forme de pierre aussi. Puis le reste, c'est plus comme un habillage, un peu comme une salle de théâtre, mettons, où est-ce qu'il y a des décors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Nous, notre œuvre s'appelle Émergence. C'est une réflexion sur la santé mentale en lien avec l'hôpital psychiatrique. Donc ici, il a commencé un chemin ici, en pierre rouge,
On a fait une arche ici avec des érables. Puis si vous allez voir, il y a différentes couleurs. Au début de l'arche, c'est noir. Après ça, ça va de dégrader vers le blanc. Parce que le chemin ici représente tout le côté obscur de la maladie mentale, si on veut. Bien, dans l'arche, il va y avoir une grosse chauve-souris géante. Puis la chauve-souris, bien, quand elle est toute refermée sur elle-même, la tête en bas, elle représente un petit peu comme la chenille dans son cocon qui est en transformation. Donc, c'est la transformation de soi. Puis c'est pour s'en aller vers le beau, si on veut, vers la délivrance. La chauve-souris aussi, en étant refermée comme ça, c'est un petit peu comme une camisole de force. Sauf que là, la camisole est détachée. Donc, c'est la libération. Puis de l'autre côté, il va y avoir de la végétation, il va y avoir des vignes qui vont grimper sur l'arche. Puis les vignes, mais ça représente l'abondance et le côté religieux aussi qui venait rejoindre Sœur Bouliane. La création des 5 équipes d'artistes de l'activité Art en mouvement est mise en place pour rester de manière permanente. Cela veut dire que vous pouvez visiter au 216 de la rue principale à Saint-Ferdinand. Maintenant, on change de sujet pour nous rendre dans la semaine de l'action communautaire autonome. La directrice de la Corporation de développement communautaire de l'érable, Madame Caroline Moreau, nous expliquera en quoi elle consiste l'initiative communautaire autonome. Aujourd'hui, nous recevons une dame de la CDC de l'érable, donc Caroline Moreau, la directrice générale. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le CDC? La CDC de l'érable, c'est un regroupement d'organismes communautaires, donc tous les organismes qui sont sur le territoire de la MRC de l'érable, mais aussi quelques-uns d'Arthabasca qui desservent toute la MRC. Donc, nous, on est là pour promouvoir les organismes communautaires, le milieu communautaire, mais participer aussi au développement socio-économique du territoire, donc avec les autres acteurs, élus, municipalités, etc. Okay. Et on a aussi la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. Oui. Donc, parlez-nous un peu de ça. Qu'est-ce que c'est cette semaine-là? La Semaine de l'action communautaire autonome, c'est chapeauté par le Regroupement québécois de l'action communautaire autonome. Donc ça, c'est 67 regroupements nationaux qui sont qui se mettent ensemble pour souligner finalement le travail des organismes communautaires. Donc on parle environ un peu plus de 4000 organismes communautaires d'action communautaire autonome. Ça représente plus ou moins 60 000 personnes salariées au Québec. Puis c'est plus de 425 000 bénévoles dans l'ensemble de la province. Donc, on souligne en même temps le travail des organismes sur chacun de leur territoire, leur région aussi. Faut savoir qu'en même temps, la semaine n'a pas toujours été une semaine. Okay. Ça tourne autour de la Journée nationale de l'action communautaire autonome qui est autour du 23 octobre. Donc, dans c'est devenu une semaine nationale, donc avec une thématique dans les dernières années. Mais donc, c'est la 20e année qu'on souligne finalement cette journée-là, cette semaine. Puis, c'est issu finalement de la politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome. Puis ça, ben dans le fond, il faut être fier de ça au Québec. C'est une bébite là unique au monde, la politique d'action communautaire. Ça date de 2001 et c'est collectivement le milieu communautaire et le gouvernement à l'époque qui ont travaillé ensemble à définir qu'est-ce que c'était l'action communautaire et l'action communautaire autonome, puis à reconnaître finalement l'apport inestimable que le milieu social avait dans le développement puis l'avancement de la communauté puis de la société du Québec. Donc à partir de là, l'année suivante, on a célébré finalement chacune des années l'action communautaire autonome. Donc dans les dernières années, c'est devenu une semaine nationale, donc on met plusieurs actions ensemble et il y a un thème qui vient avec ça. Donc cette année, on a Visons juste pour une justice sociale et climatique.
Donc, pour définir plus en profondeur ce sujet-là, qu'est-ce que c'est l'action communautaire autonome? Donc, l'action communautaire autonome, ça vient en 2 parties. La politique de reconnaissance de l'action communautaire amène 8 critères pour reconnaître un organisme. Donc, dans les 8 critères, il y en a 4 qui sont de l'action communautaire. Donc, il faut être né à l'initiative des gens de la communauté, avoir la forme juridique d'un organisme sans but lucratif. Donc, ça exclut déjà en partant les coopératives dans ce modèle d'action-là. On a aussi, en fait, le cœur de l'action communautaire autonome, c'est vraiment la vision de transformation sociale. Donc, la vision de transformation sociale, mais qui est associée aussi à des valeurs de justice sociale, de justice climatique, d'équité, donc de s'assurer finalement qu'il y ait un filet social autour des gens de la population pour que personne ne tombe dans les mailles, dans le fond. Donc, c'est un résumé grossièrement, mais 8 critères. Donc, c'est vraiment aussi l'autonomie des groupes. On est des organismes autonomes, même s'il y a du financement de l'État qui est associé à cette reconnaissance-là. Il reste que les organismes sont libres de déterminer leur mission, les orientations, puis les pratiques dans lesquelles ils veulent accomplir leur mission. Donc, c'est vraiment l'ensemble, je te dirais, les critères les plus importants là, de l'action communautaire autonome, bien qu'ils le sont tous. Oui, donc c'est vraiment pour la population, là, c'est communautaire, là. C'est vraiment pour la communauté. Ben, en fait, ce sont des critères qui définissent les organismes, donc, mais les organismes sont toujours évidemment portés par des gens de la communauté, donc c'est eux qui les ont mis sur pied pour répondre aux besoins de base ou aux besoins de s'associer pour différentes situations. Ça peut être, par exemple, on a des ORAP ici qui répond à plusieurs besoins, notamment la banque alimentaire, mais on peut avoir aussi Équijustice des Bois-Francs qui est un organisme de médiation, de justice réparatrice. Donc, à ce moment-là, ben, c'est des gens qui se sont mis ensemble pour dire, ben, on souhaite se donner ce service-là dans notre communauté, puis on va le mettre sur pied ensemble. Donc, l'initiative des gens de la communauté, forcément, les organismes n'existent pas s'il n'y a pas de communauté autour. OK, je comprends. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, c'est quoi la justice climatique? La justice climatique, c'est une expression qui vient, en fait, de la jonction de justice sociale et de changement climatique. Quand on parle de changement climatique, évidemment, bon, on pense au réchauffement de la planète, on pense à toutes les... Si on le prend dans un exemple, dans une ville, par exemple, ou un centre-ville, ben ça peut être des îlots de chaleur. On sait, par exemple, que les gens qui vont vivre dans les centres-villes, souvent, se retrouvent... Il y a des quartiers qui sont moins bien nantis, dans le fond, qui sont... souvent, ça va être les vieux quartiers, donc dans des immeubles qui sont peut-être moins bien... qui sont isolés et donc qui vont peut-être être plus chauds, qui n'ont pas accès à l'air climatisé ou qui ont un coût supplémentaire aussi d'énergie. Donc, on sait que ces gens-là sont les plus vulnérables souvent parce qu'ils vivent dans des logements peu dispendieux à cause de leur précarité financière souvent. Donc, l'idée des changements climatiques, de la justice climatique, c'est de faire le lien entre qu'est-ce que peut apporter les changements climatiques dans une communauté, dans une société, puis de lutter à ce que les personnes les plus vulnérables, qui sont souvent les premières touchées par les changements, qui aient accès à des services ou à des situations qui leur permettent de survivre ou de bien s'acclimater ou d'apporter des transformations sociales. Donc, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter un air climatisé, c'est pas tout le monde. Puis en même temps, dans l'ensemble, ben, c'est de repenser nos villes. Donc, est-ce que c'est nécessaire que chaque personne ait une unité de climatisation, qui est quand même un gaz important dans les gaz à effet de serre? Ou sinon, ben, ce serait de repenser nos villes, comment on les construit, comment on les rebâtit s'il arrive quelque chose, de mettre des îlots de verdure, de mettre plus d'arbres, d'avoir... Donc, il y a plusieurs choses. C'est complexe, ça amène plusieurs réflexions à différents niveaux, mais la justice climatique, c'est vraiment donc de voir comment, avec les changements climatiques, on peut appliquer des changements au niveau social qui permettent d'avoir une justice pour tout le monde, puis une équité, puis que chacun puisse finalement continuer à vivre dans la dignité puis à subvenir à ses besoins adéquatement. Si je prends la CDC, par exemple, ben nous, on peut travailler avec les communautés. On parlait souvent de l'enjeu du logement, là, donc qui est toujours d'actualité. Évidemment, la question du logement, c'est un enjeu transversal. Tout le monde est touché par le logement, mais chacun à différentes manières. Donc, au niveau de la justice climatique, ben justement de dire ben, comment on peut repenser ou amener des solutions diverses au niveau du logement,
puis d'avoir des logements qui sont éco-responsables, qui ont une empreinte écologique moins grande, qui sont plus près des services. Donc, de repenser aussi la mixité des services, donc d'avoir des services de proximité, dépanneurs, épiceries, tout ça pour réduire les délais de transport entre chacun, donc de réduire l'émission de gaz à effet de serre dans les transports aussi, favoriser le transport actif. Donc, nous, la CDC, on est vraiment plus à l'idée globale, donc de travailler avec les acteurs du milieu municipal, les entreprises privées, etc., pour réfléchir à ces développements-là. Puis chacun des organismes y va de façon différente selon sa mission aussi et son secteur d'activité. Donc, il y a de la sensibilisation, de l'éducation de façon au niveau de l'éco-citoyenneté, de l'éco-responsabilité. Donc, il y a différents acteurs, puis les groupes communautaires. Je reprends ORAPE qui fait énormément de transformation, de recyclage et tout ça. Ça, c'en est un exemple très concret qu'on a dans notre communauté qui est très probant au niveau de tout l'impact environnemental qu'on peut avoir. Là. Et pour terminer, est-ce que vous avez un message à partager justement pour la Semaine nationale de l'action autonome? Ben en fait, ce que je dirais, c'est vraiment on vient de traverser une crise sociale au niveau de la pandémie. Évidemment, ben l'action communautaire autonome, c'est toujours très ancré dans une justice sociale et climatique. La justice sociale, ben on souhaite évidemment, avec la période électorale qui s'en vient et tout, il y a comme une belle conjoncture pour évidemment sensibiliser les gens à ce que les partis politiques s'engagent à réinvestir aussi, puis dans les services publics. Notamment pour s'assurer qu'il y ait une couverture publique pour l'ensemble des gens, puis que ce soit aussi de réduire les barrières le plus possible. Donc, ça implique plein de choses, mais dans la Semaine nationale de l'action communautaire autonome, c'est lié avec notre campagne nationale « Engagez-vous pour le communautaire » qui, elle, a des revendications, oui, pour le milieu communautaire, mais évidemment pour conserver le filet social au Québec. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. C'était vraiment intéressant. On a pu découvrir un peu plus la CDC de l'érable. Donc, merci. Merci. Nous arrivons à la fin de l'émission. Après avoir traité les deux sujets de notre émission, l'activité Art en mouvement des sentiers Art et Nature des Appalaches et la semaine de l'action communautaire autonome. Pour rester informés, nous vous invitons à visualiser notre première édition de l'érable en bref de la semaine prochaine. Pour l'instant, passez une excellente journée.